sur Télésud, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition lundi 2 avril. Voici les titres. Au Sénégal, le nouveau président Macky Sall a prêté serment. C'était à Dakar devant un parterre de personnalités et de dirigeants étrangers. Le Nord Mali désormais aux mains du mouvement révolutionnaire du MNLA. Et pour parler de l'avenir de cette région, nous recevons Moussa Gassari, président du MNLA, cellule Europe. Et puis en fin de journal, direction Bobo Dioulasso, qui porte bien son titre de capitale culturelle du Burkina Faso, où se trouve une véritable curiosité touristique, le village de Koro. Mais avant, c'est officiel, Macky Sall devient le 4e président du Sénégal. Lors de sa prestation de serment, il a affirmé que l'une de ses priorités serait notamment d'œuvrer à la réduction de la pauvreté. Correspondant sur place, Fernand Tonin. Le vainqueur du second tour de la présidentielle du 25 mars 2012, Macky Sall, a été investi lundi comme 4e président de la République du Sénégal par le Conseil constitutionnel. Macky Sall succède ainsi à Abdoulaye Wade qui l'a vaincu avec 65,80% des voix contre 34,2%. Il a prêté serment devant une quinzaine de chefs d'État et de gouvernements africains et des invités occidentaux. Né le 11 décembre 1961 à Fatick, à 150 km de Dakar, Macky Sall a été Premier ministre du régime libéral du président sortant Abdoulaye Wade de 2004 à 2007. Il a aussi occupé les fonctions de président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008 avant de créer son propre parti, l'Alliance pour la République. Dakar est donc en pleine ébullition et autre événement qui s'y est déroulé aujourd'hui même. Une rencontre de la CEDEAO au chevet du Mali, une réunion de la dernière chance. La CEDEAO avait donné à la junte malienne jusqu'à dimanche minuit pour rendre le pouvoir aux civils, faute de quoi elle menaçait de fermer les frontières du Mali à tout commerce, d'isoler le pays diplomatiquement et de geler ses fonds au sein de la BCEAO. Eh bien, c'est chose faite. La CEDEAO a imposé toutes ces sanctions. Et toujours sur le coup d'État au Mali, le fils de l'ancien président Moussa Traoré, Boukadri Traoré, le condamne. Selon lui, l'heure est à la recherche de solutions. Dienemba Diem, Christian Mambou. Fils de l'ancien président Moussa Traoré et président du parti Convergence africaine pour le renouveau, Boukadri Traoré condamne fermement le coup d'État au Mali. Selon lui, l'heure est à la recherche de solutions. Nous n'allons jamais accepter un coup d'État. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que l'ensemble de la classe politique, des forces vives de la nation, se mettent ensemble pour dégager une politique, pour un retour à une vie constitutionnelle normale et aller aux élections. Candidat à l'élection présidentielle, le président de la Convergence africaine pense qu'une sortie de crise est possible rapidement. La raison pour laquelle il y a eu un coup d'État, c'est parce que l'armée s'est sentie délaissée. Donc on ne peut pas rejeter cette raison. Il faut alors renforcer les capacités de l'armée. La CEDEAO, qui n'est jamais venue au secours du Mali, doit y penser. La CEDEAO doit certainement aussi se soucier du sort de certaines villes comme Kidal, Gao ou Tombouctou tombées entre les mains de la rébellion. La junte militaire au pouvoir demande l'aide extérieure pour combattre les islamistes armés. Et pour parler de cette situation au Mali, sur ce plateau, Moussa Agassarid, président du MNLA, cellule Europe. Monsieur Agassarid, bonsoir. Bonsoir. Alors, dernière ville en date qui vient de tomber aux mains du mouvement révolutionnaire, le MNLA que vous représentez, Tombouctou, ce qui veut dire que le MNLA contrôle plus de la moitié du nord Mali. Jusqu'où comptez-vous aller ? Nous contrôlons aujourd'hui l'ensemble du territoire de l'Azawad et nous nous limitons là. Nous n'avons pas l'intention de perturber à la fois nos voisins, les pays amis voisins, mais aussi notre voisin, le Mali, le pays frère, le Mali. Il faut juste que je vous dise que le MNLA est un mouvement populaire révolutionnaire dans lequel il y a toutes les composantes de l'Azawad. Il y a les Songhoi, il y a des Arabes, il y a des Peuls et des Touaregs. Mais effectivement, la majorité, effectivement, sont des Touaregs. Ce sont des Touaregs qui composent la majorité. Mais il n'y a pas que des Touaregs. Et le MNLA répond aux aspirations du peuple de l'Azawad. Nous avons commencé la révolution et aujourd'hui, grâce
à la volonté et au courage des combattants sur le terrain militairement est conquis. Mais le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est celui de la réconciliation des cœurs et des esprits. Nous sommes en ce moment même en train de discuter avec les populations, avec les forces vives de la République démocratique de l'Azawad que nous voulons fonder. Et c'est le peuple qui décidera en fonction des institutions du futur État avec une reconnaissance internationale de ce que sera la République démocratique de l'Azawad. Le vendredi dernier... Donc l'aspiration finale, c'est la partition du Mali. Absolument. Pour nous, c'est quasiment fait, c'est-à-dire au niveau du territoire. Les militaires ont été vaincus sur le champ de bataille et ils sont partis faire un coup d'État face au président Amadou Toumani Touré qui a berné le peuple malien, la presse nationale et internationale en donnant des mensonges par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Jamais la vérité n'a été donnée, non seulement au peuple malien, mais aussi à la communauté internationale. Il faut savoir que déjà en 1958, les communautés du nord donc de l'Azawad avaient réclamé à la France un État qui s'appellerait l'Azawad. Et déjà un mouvement avait eu lieu, le mouvement populaire de l'Azawad, et une pétition, donc une revendication a été émise à la France qui était la reconnaissance d'un État, l'Azawad, et la France avait rattaché l'Azawad au Mali. Et il y a eu déjà en 1963 une première rébellion qui a été massacrée dans le sang. En 1990 encore. Donc il y a eu des génocides. Monsieur Agassaride, je suis obligée de vous couper parce qu'on est malheureusement contraint par des contraintes de temps ici. Finalement, la rébellion, le mouvement révolutionnaire, le MNLA est le grand vainqueur de ce coup d'État militaire qui a renversé ATT. Nous sommes vainqueurs d'avoir fait partir l'armée malienne, l'armée d'occupation du Mali sur le territoire de nos ancêtres. Maintenant, concernant les putschistes, c'est parce qu'ils n'étaient pas motivés peut-être sur le terrain, ou en tout cas, ils n'avaient pas la même motivation que nos combattants, qui rendaient justice à un peuple qui est opprimé depuis plus de 50 ans. Que pensez-vous des sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali? Nous déplorons le fait que la CEDEAO en fait sanctionne le peuple malien au fond, parce que ce n'est pas les putschistes qui vont en souffrir, c'est tout un peuple, le peuple frère, voisin et ami du Mali par rapport à nous. Nous, nos frontières en fait ne seront pas, en tout cas, fermées pour nous. Nous avons l'Algérie et la Mauritanie qui ne font pas partie de la CEDEAO. Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce que Al-Qaïda au Maghreb islamique a aidé les combattants du MNLA pour cette conquête? Absolument pas. Absolument pas. Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec la complicité du Mali, s'est installé sur les territoires de l'Azawad et a pris en otage tout le peuple de l'Azawad, et n'a absolument pas participé au combat pour déloger l'armée malienne et libérer le peuple de l'Azawad de tout ce que l'État du Mali avait fait. Vous combattez AQMI aujourd'hui? Nous allons combattre tous ceux qui sont des agresseurs armés de l'Azawad. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter. Celui qui veut se mettre dans la légalité de l'Azawad est prêt, est le bienvenu. Mais tous les autres agresseurs, nous sommes obligés de les combattre. Moussa Agassaride, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du MNLA, cellule Europe. Dans l'actualité également, en Guinée-Conakry, l'opposition toujours unie continue à manifester. Elle exige à présent la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante avant la tenue des législatives en juillet prochain. Aboubacar Camara, Christian Mambou. Depuis 2 semaines, les leaders de l'opposition radicale réunis au sein du collectif pour la finalisation de la transition se mobilisent à Conakry pour exiger la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, ce avant la tenue des législatives. Sidia Touré, on appelle à la lutte contre la fraude électorale. Nous vous
demandons de rester mobilisés. Nous vous demandons d'être vigilants. Nous vous demandons de ne pas accepter la fraude électorale parce que c'est la porte ouverte au désordre. Depuis 15 mois, la Guinée attend la mise en place d'une assemblée nationale censée mettre fin à la période de transition. Face au blocage politique et au malaise social, certains opposants exigent le départ du président guinéen. Ça va continuer jusqu'à ce que Alpha Condé, je ne dis pas président, je dis Alpha Condé, qui se constitue en chef de canton, accepte qu'il a été élu par une minorité installée par un militaire. Les manifestations de l'opposition se poursuivront à l'intérieur du pays. La CENI, de son côté, s'attelle à l'organisation des législatives prévues le 8 juillet prochain. En Guinée équatoriale, cette fois, le gouvernement a vivement condamné vendredi la décision de la justice française de réclamer l'arrestation du fils du président Teodoro Obiang pour blanchiment d'argent et évoque d'éventuelles représailles. Une marche de protestation pacifique a également eu lieu à Malabo. Elle s'est terminée à l'ambassade de France. Et je vous propose à présent d'aller à la découverte d'un trésor patrimonial, le village de Koro au Burkina Faso. Sa particularité, des maisons perchées sur une colline rocailleuse. Notre correspondant sur place, David Tchombiano, s'est intéressé au quotidien des populations qui y vivent depuis au moins 3 siècles. Depuis 2 semaines, les leaders de l'opposition radicale réunis au sein du collectif pour la finalisation de la transition se mobilisent à Conakry pour exiger la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, ce avant la tenue des législatives. Au-dessus de ce tamas de granit, des habitations perchées. C'est le village de Koro, situé à une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Pour y accéder, la montée dure une dizaine de minutes éprouvantes. Là-haut, on découvre des hommes et des femmes qui ont des âmes d'athlètes et tout autant fiers de la vue imprégnable qu'ils ont sur le paysage. On se sent chaque jour très sportif, ça fait du bien pour nous parce que vous voyez, si on compare par exemple moi, on me compare à un autre jeune de ma même génération d'un autre village, tu vas te dire qu'il est plus âgé que moi. Mais pour les femmes, la vie quotidienne reste un vrai casse-tête. Les descentes et les remontées s'enchaînent pour assurer la corvée eau, la corvée bois et pour apporter des provisions pour la cuisine. C'est fatigant. Pour prendre de l'eau, monter sur la colline, c'est trop fatigant. Souvent, pour avoir assez d'eau même, il faut puiser la nuit. La construction de nouvelles maisons est un travail de titan sur cet espace exigu qui accueille plus de 3000 âmes, confinées dans des maisons de fortune, construites sans ouvrage d'assainissement, sans latrine et sans poste de santé. Une vie des moins aisés, dirait-on, mais personne à Koro ne s'imagine descendre de la colline pour vivre sur la plaine où se trouvent leurs petites exploitations agricoles. On a vu nos parents naître et grandir ici, donc on est obligé de vivre ici et ça ne nous dérange pas également d'y vivre. La colline est un héritage que les Bobos, les Dioula et les forgerons qui y vivent portent fièrement depuis la fin des années 1800. C'est une forteresse naturelle dans laquelle se sont réfugiés leurs pères, décidés à résister aux troupes de Samori Touré et à préserver leur tradition face à l'expansion de l'islam. Toutes les populations qui vivent ici ne conçoivent plus la vie sans la colline, malgré les contraintes de la vie en hauteur et sur le rocher. Toutes les personnes que nous avons rencontrées n'avaient qu'une doléance à la bouche, un deuxième forage pour Koro. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'information principale développée dans ce journal. Macky Sall, officiellement devenu le 4e chef de l'État du Sénégal. Il a prêté serment devant une dizaine de chefs d'État qui ont ensuite participé au sommet de la CEDEAO sur la crise malienne. Fin de ce journal. Restez avec nous sur Télésu. Tout de suite, retrouvez Ahmed Parezo pour le JT Sport. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition.